Allez, bien, écoute, on va démarrer cette visioconférence dans le cadre du collectif GED Ma Pharmacie, auquel nous fait l'honneur d'animer cette intervention et de l'avoir préparée Jean-Michel Mronowski, qui est le président du comité pour la valorisation de l'acte officinal, donc le CVAO, sur un sujet qui nous intéresse tous, maintenant que nous sommes en plein déconfinement et pourtant le virus reste actif, donc le Covid-19 et les questions que chaque équipe officinale puisse apporter à ses patients. Et donc, pour pouvoir y répondre, eh bien, avoir une meilleure connaissance en quelques slides du pourquoi, comment. Jean-Michel, c'est à toi et nous sommes ravis de t'accueillir pour ce deuxième webinaire. Eh bien, merci de votre accueil dans tous les cas. Je vais intervenir à peu près pendant 25-30 minutes avec des questions qui sont, alors, ne sont pas obligatoirement exhaustives, mais j'espère qu'on pourra après pouvoir en discuter de façon un peu plus exhaustive. Exactement. Alors, juste en préambule, Jean-Michel, effectivement, il y a un chat qui est disponible pour ceux qui souhaitent, au fur et à mesure de la présentation, pouvoir eh bien, poser déjà par écrit leurs questions. Donc, c'est une petite icône en bas à gauche. Vous avez trois icônes, écran, main et une petite boîte de dialogue. Donc, c'est la petite boîte de dialogue. Vous cliquez dessus et vous écrivez votre message. Ou bien, en fin d'intervention, eh bien, je vous inviterai à ouvrir votre micro et pouvoir poser directement la question ou les questions que vous souhaitiez poser à notre intervenant. Voilà, je te rends la parole. Je reprends la parole. Donc, la chose la plus importante, c'est de savoir ce que c'est que, alors parce qu'on a parlé de Covid-19, de SARS-CoV-2, de coronavirus. Alors, la maladie elle-même et le virus, ça s'appelle SARS-CoV-2. CoV-2, c'est pour coronavirus de type 2, et SRAS, c'est le syndrome respiratoire aigu sévère. Et le SDRA, ce qui n'est pas facile à prononcer, ça rappelle un nom, c'est le syndrome de détresse respiratoire aiguë, c'est-à-dire quand réellement le problème, la pathologie devient sérieuse et nécessite une hospitalisation, voire une réanimation dans certains cas. Alors, la première question, puisqu'on a parlé de grippette, on a toujours cette relation entre coronavirus et grippe. C'est pas du tout la même chose, ce ne sont pas du tout les mêmes virus. Il y en a un qui est un orthomyxoviridea, c'est le virus de la grippe, qui est lié à un ARN à polarité négative. C'est-à-dire que cet ARN, d'ailleurs qui est en 8 sous-unités, ne peut pas être directement traduit par les ribosomes. Alors que le coronavirus n'a absolument pas besoin d'être retransféré. Il peut tout à fait traduire, son ARN peut tout à fait être traduit par des ribosomes. Donc, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout sur le même type de virus. Alors, deuxième chose, on a parlé de grippette, après on a parlé de choses, puis à un moment on s'est bien aperçu que c'était quand même un virus qui pouvait entraîner une surmortalité beaucoup plus importante que la surmortalité qu'on peut constater pour la grippe. Alors ici, vous avez, pour la semaine 45, donc la semaine 19, pardon, les statistiques qu'on peut voir entre l'épidémiologie de la grippe avec sa surmortalité et la surmortalité du Covid. Alors, si on regarde un peu plus précisément, depuis 2018, on s'aperçoit que la surmortalité de la grippe, c'est-à-dire que on n'a pas l'assurance que ce soit la grippe qui a entraîné la mort de la personne, le décès de la personne, mais on peut savoir que pendant une période qui est la période épidémique, il y a une surmortalité, c'est-à-dire une mortalité supérieure à la moyenne. Cette surmortalité entre 2018 et 2019 a été de 13 000 personnes, ce qui est quand même très important. Elle peut monter à 20 000, mais quelquefois, elle peut être entre 8 et 9 000. Donc, vous voyez que la surmortalité de la grippe n'est loin d'être minime. Ce qu'on peut constater très étonnamment, c'est que la surmortalité de la grippe entre 2019 et 2020 a été très très faible.
par rapport à les surmortalités qu'on pouvait constater les autres années. Par contre, bien évidemment, la surmortalité du Covid-19 a été très importante, puisque si on dit entre 13 000, on peut dire que c'est globalement du double, voire un peu plus du double, qu'une épidémie de grippe normale et moyenne. Donc, bien comprendre que la surmortalité, c'est une surmortalité qui n'affecte pas obligatoirement d'être certain de l'élément causal, mais qui prouve qu'il y a une fragilité et que cette fragilité entraîne des surmortalités. Alors, quelles sont les personnes à risque? Vous le savez tout à fait, il s'agit des personnes âgées de plus de 75 ans, puisque 71% des décès étaient liés à cette tranche d'âge. Donc, bien évidemment, les personnes âgées sont tout à fait, ont malheureusement subi le Covid-19 de façon majeure. On peut voir aussi que dès 65 ans, le risque est majeur, bien évidemment, et il est très très faible en dessous de 45 ans. En ce qui concerne, c'est d'autant plus évident quand on regarde les courbes de mortalité, donc de décès, entre ce qui est signalé à l'hôpital et ce qui est signalé en EHPAD. Et vous voyez que la courbe orange est celle qui est signalée en EHPAD. Donc, il y a une surmortalité majeure en EHPAD, bien évidemment. En ce qui concerne les personnes à risque, alors là, ce chiffre, je l'avais pris il y a 2 semaines, 3 semaines, et on parlait de 73% des personnes hospitalisées étaient des hommes. On s'aperçoit qu'on a de plus en plus que ça se rééquilibre, et on parle plutôt maintenant de 53%, entre 53 et 60% d'hommes. Donc il y a une petite un rapport qui est plutôt rééquilibré. Bien évidemment, l'obésité est un élément, un facteur de risque majeur dans ce cadre-là, puisqu'on constate que 27% des décès étaient liés à l'obésité. L'hypertension artérielle, mais je dis bien l'hypertension artérielle non régulée, c'est non équilibrée, a entraîné aussi une surmortalité majeure, 38% des personnes décédées subissaient une hypertension artérielle. Bien évidemment, toutes les pathologies ont entraîné, et plus particulièrement le diabète, ont entraîné un risque majeur de mortalité et de décès. On voit 31% des patients décédés étaient diabétiques. Le risque, l'odd ratio, le risque, c'est-à-dire le coefficient multiplicateur était pratiquement de 3. Alors, il y a une chose aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé des modèles mathématiques. C'est quoi ce modèle mathématique? Alors, le modèle mathématique de base, qui a fait, le modèle mathématique, c'est ce qui a entraîné les prises de décision de nos gouvernants et amené au confinement parce qu'il n'y avait plus d'autres solutions possibles. Eh bien, les modèles mathématiques, c'est très simple. C'est des modèles mathématiques basés sur des boîtes. C'est-à-dire que j'ai une boîte personne saine, j'ai une boîte personne infectée, j'ai une boîte personne morte ou guérie. Et j'ai un coefficient qui me permet, un coefficient de remplissage. Et donc, je peux définir donc comment l'évolution entre les différentes boîtes, les éléments de remplissage. Alors, vous vous doutez bien que là, c'est ce qu'on appelle le modèle CIR, c'est plus simple, mais il y a des modèles à 8 boîtes, voire plus. Et puis d'autre part, il y a des modèles interactifs et aléatoires où, d'un seul coup, on va pouvoir déterminer les courbes ou les passages entre l'infection, en fonction bien sûr du R0 dont on a parlé, c'est-à-dire le nombre de patients qui sont susceptibles le nombre de personnes qui sont susceptibles d'être infectées au contact d'une personne qui est lui-même infectée. Donc là, on peut calculer et voir l'évolution de la maladie et de l'infectation. Alors, qu'est-ce qui a fait la base de la décision politique? Ici, vous avez une étude qui était une étude qui a été faite par Imperial College en Angleterre, qui était du 16 mars 2020,
Et on voyait que, vous voyez la ligne rouge, vous voyez bien que c'est celle des possibilités de réanimation. Vous imaginez bien que les politiques ont vu que il fallait limiter au maximum la contamination, c'est-à-dire confiner, parce que la problématique était extrêmement dangereuse et pouvait entraîner un nombre de mortalités énorme. Alors, on parle de tests. Alors, ce qui est embêtant dans ce que subissent les clients, c'est une avalanche d'informations, mais d'une avalanche d'informations quelquefois tellement confusante qu'ils ne savent plus ce que c'est qu'un RT-PCR, une sérologie, donc ils ne comprennent pas. Et puis en plus, ce n'est pas leur métier, donc ils ne peuvent pas tout à fait comprendre. Je vous dirai pourquoi on parle d'RT-PCR et pas de PCR, et je vais vous montrer sur ce diagramme pourquoi il y a des moments où il faut faire le PCR, des moments où ça ne sert plus à rien. En fin de compte, globalement, le PCR est utile jusqu'à la 3e, 4e semaine. Et après, la détection par sérologie devient intéressante à partir de la 2e semaine, on va dire. Donc, clairement, il y a un moment où ça ne sert strictement plus à rien de faire un PCR quand la personne a été malade depuis 3 semaines. Alors, continuons. Pourquoi RT-PCR? Parce que le PCR, c'est simplement un moyen de multiplier un ADN. Donc, et avec une polymérase qui crée des copies, et autant de copies nécessaires pour qu'il apparaisse un signal. Le RT, c'est qu'il faut transformer l'ARN, puisque, je vous l'ai dit, le coronavirus est un virus à ARN, en ADN. Et en fin de compte de le multiplier. Donc, c'est pour ça qu'on parle de RT-PCR. Alors, en ce qui concerne les tests sérologiques, il y a 2 types de tests sérologiques. Les tests de laboratoire faits à partir du plasma et le test de référence est le test ELISA, donc avec une machinerie. Ce sont des tests extrêmement précis qui permettent en fin de compte de vérifier l'existence ou la non-existence d'anticorps, IgG ou IgM. Et puis, il y a les fameux tests rapides. Alors, il y a 3 types de tests rapides. En fin de compte, le test lui-même est identique, puisque ce sont des tests qui sont validés par la HAS et qui ont le marquage CE, mais ça dépend de l'endroit où c'est fait. Si le test est fait en laboratoire, on parle de test rapide de diagnostic, puisque la HAS considère qu'elle peut avoir des épidémiologiques, c'est-à-dire que la qualité de l'information qui est recueillie par rapport à ça est normée. Il y a le test d'orientation diagnostique que les pharmaciens vont pouvoir faire, peut-être, parce que normalement, c'est en bonne voie, mais sait-on jamais. Et là, c'est un test rapide d'orientation, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'HAS considère que l'information épidémiologique ne peut pas rassembler, ne pourrait pas être de même nature que quand elle est regroupée dans un laboratoire d'analyse médicale. Donc, mais il y a le protocole de mise en œuvre et de pratique du test d'orientation qui est fait par un acteur de soins, donc qui est considéré comme valable dans le protocole de pratique. Et donc, c'est bien le test rapide d'orientation diagnostique. Et il y a un 3e, qui est le test rapide de dépistage, qui est l'autotest, c'est-à-dire que la personne fait elle-même son test. Donc, le protocole de mise en œuvre et de pratique de ce test n'est pas validé, puisqu'on considère que la personne peut très bien se tromper. Donc, en fin de compte, on a toujours le même test, qui est un test d'immunochromatographie, que vous connaissez parfaitement, puisque c'est identique au test de grossesse. Donc là, il n'y a vraiment pas de grande différence. Et on voit bien que globalement, il s'agit simplement d'une balade de la possibilité de capter à un moment déterminé l'antigène afin de faire qu'il apparaisse dans une zone test. Alors, il y a une question qui pourrait être posée par un patient, c'est de dire, mais pourquoi
Pourquoi le test, le Covid-19 se propage par voie aérienne. Bon. Bien parce que, par définition, le Covid-19 est enveloppé. C'est-à-dire que le fait qu'il soit enveloppé fait qu'en fin de compte, il va pouvoir rentrer dans la cellule par fusion de membranaires. Alors, c'est à la fois une voie d'intégration, mais il faut voir que c'est aussi pour le virus une fragilité. Les virus nus, c'est-à-dire ceux qui n'ont que leur génome entouré par des protéines, sont beaucoup plus, beaucoup moins fragiles, et donc il faut vraiment des virucides pour agir sur eux. Alors que là, avec un désinfectant ou en se lavant simplement les mains, eh bien, on arrive bien évidemment à obtenir la disparition du virus. Donc, vous voyez bien qu'à ce moment-là, le type de contamination ne peut être que par voie aérienne, c'est-à-dire obligatoirement dans un cadre où il y a une protection physiologique, on va dire, ou pour, par exemple, le virus du sida, qui est lui-même un virus enveloppé par le sang ou les sécrétions. Il n'est pas interdit d'ailleurs que le coronavirus puisse être transporté par d'autres sécrétions que les sécrétions des postillons. Bon. Alors, il y avait une deuxième question, et aussi c'est toujours la confusion, et je crois que ces confusions sont assez délétères. Il y a une confusion sur l'indication, par exemple, de l'hydroxychloroquine. Ah, on mettait tout dans le même sac. Donc revenons sur les fondamentaux. Il y a une différence entre l'indication prophylactique, c'est-à-dire que je vais donner à une personne qui n'est pas malade et qui est saine, je vais lui donner un élément pour éviter d'être malade. Donc, il faut faire très attention aux effets secondaires potentiels, c'est-à-dire que le bénéfice-risque, dans ces cas-là, le risque est majoré. Il faut que le bénéfice soit bien au-dessus du risque pour que ça puisse avoir une action prophylactique. Après, il y a le traitement. La personne est malade, elle a des signes qui ne sont pas des signes de gravité, et donc je vais essayer de la traiter. Et puis après, il y a des signes de gravité, surtout la détresse respiratoire dans le cadre qui nous intéresse. Et bien à ce moment-là, je vais passer à l'hôpital. Et puis, je vais passer en réanimation parce que la détresse respiratoire est tellement importante que je suis obligé d'intuber. Et donc, on voit bien qu'il y a 4 situations. Et dans ces 4 situations, on peut avoir 4 indications. Et l'hydroxychloroquine a plus ou moins macronide. Alors, à l'heure actuelle, on considère que pour les indications hospitalières, ça n'a pas démontré vraiment d'intérêt. Qu'en prophylaxie, on n'en a pas trouvé non plus. Il reste le traitement d'une infection sans signe de gravité et au tout début. Semblerait que, là, on peut être encore un peu interrogatif. En ce qui concerne l'indication des antiviraux et des inhibiteurs de l'inflammation, bien évidemment, il s'agit des situations hospitalières et bien évidemment, on vient de s'apercevoir que globalement, il y a les inhibiteurs de l'inflammation et avec la dexaméthasone, qui est quand même un corticoïde qui est connu depuis un certain temps, donc effectivement, qui est très utile à l'hôpital. Simplement, les Anglais sont aperçus que ça marchait. Alors là, on va arriver à quelque chose de plus compliqué, c'est bien sûr les vaccins et les stratégies de développement de ces vaccins. Et on voit qu'il y a une complexité et un spectre d'innovation énorme. Alors, il y a des choses qui sont relativement bien connues. C'est le virus inactivé. Le virus inactivé, c'est le virus de la grippe, où entre guillemets, alors à beaucoup de guillemets, on tue le virus et après, on va le fragmenter. Donc, en fin de compte, c'est une soupe antigénique. Il y a le virus atténué, c'est par exemple le vaccin de la rougeole, qui est un virus atténué, c'est-à-dire que le virus est encore vivant et qu'il a une action qui
fait qu'il y a une infection virale, ça déclenche une infection virale, mais qui n'entraîne pas de maladie. Parce que le virus a été traité pour ne plus être pathogène. Après, il y a une deuxième chose, tout le monde, et à l'heure actuelle, c'est peut-être une raison d'inquiétude. Tout le monde est parti sur le fait que l'antigène le plus caractérisant du coronavirus, c'était la protéine spike, qui est la protéine d'amorçage de la fusion membranaire. Donc, on s'est dit, voilà, c'est l'antigène. Qu'est-ce qu'on fait? On prend cet antigène. En biotechnologie maintenant, en génétique, on est tout à fait capable de reproduire avec des bactéries ou des cellules OGM ou qu'elles soient végétales ou animales, on est tout à fait capable de reproduire cette protéine. Donc, si on la met dans un vaccin, eh bien, on va obtenir le résultat que l'on souhaite. Il y a quelque chose d'encore de très innovant qui est à l'heure actuelle de dire, voilà, eh bien, ce qui est important, c'est que si on injecte le génome dans une cellule quelconque, elle va reproduire l'antigène. Et donc, on va injecter ou bien un plasmide ADN, c'est-à-dire qu'on prend l'ARN, la partie génomique qui nous intéresse dans le code, dans le génome du virus, et on va l'implanter dans un plasmide, on va le transformer en ADN et on va créer un plasmide, c'est-à-dire un tout petit rond d'ADN qui va rentrer dans la cellule, qui va s'intégrer au noyau et qui va permettre de produire la protéine spike. Et on fait de même avec l'ARN messager. Voilà. Ça, c'est une. Alors, effectivement, c'est très intéressant. Il y a plein de vaccins en développement à l'heure actuelle, mais aucun vaccin jusqu'à ce jour n'a été développé pour l'homme avec ce type de technologie. Et enfin, il reste deux types de technologies assez proches. C'est la technique d'encapsulation de l'ARN codant pour la protéine Covid-19 de Moderna, et puis d'autre part, un autre vecteur, et on dit, et là où il faut faire une petite différence, il y a deux types de virus qui peuvent être des virus vecteurs. Il y a l'adénovirus, qui est un adénovirus du chimpanzé, dans lequel on va introduire la partie codante du spike, de la protéine spike, et qui va infecter des cellules musculaires, et le génome va s'intégrer dans le cytoplasme, produire la protéine spike. Alors, elles sont ARN ou ADN, et donc, en fin de compte, le virus d'adénovirus du chimpanzé n'est pas infectant et ne peut pas se répliquer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est simplement un vecteur d'intégration. Et puis, il y a la formule qui est la formule suivie par l'Institut Pasteur, qui utilise un virus atténué qui est le virus de la rougeole, dans lequel on a intégré la partie génomique nécessaire à la reproduction de la protéine spike, mais là, il est réplicant, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se multiplier dans la cellule. Donc, vous voyez bien que là, on a bien beaucoup de différences, que c'est très variable. Et quand on regarde, par exemple, le vaccin qui va être produit par AstraZeneca et qui a été conçu par l'université d'Oxford, eh bien, on constate qu'il s'agit dans le vecteur de virus. Donc voilà, vous avez compris, c'est complexe. Oui. Et donc, juste une petite chose, c'est que les données dont je vous parle, c'est les données de l'OMS qui ont centralisé et regroupé tous les candidats vaccins dont ils avaient connaissance. Et donc, on parle de 76 candidats vaccins. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les pathologies chroniques et le suivi de vos patients? Déjà, il faut voir que, attention, il faut leur dire, attention au contact à risque, c'est-à-dire, en fin de compte, maintenez vos distances, soyez pas dans un endroit pendant 15 minutes avec quelqu'un et il faut que les relations soient des relations, l'embrassade, bien sûr, c'est pas. Et bien évidemment,
toujours les gestes barrières avec l'hygiène des mains. Et puis d'autre part, un deuxième élément fondamental, c'est quelles sont les personnes les plus à risque. Eh bien, vous avez bien vu que c'est plutôt des personnes qui ont qui sont en déséquilibre vis-à-vis de leur pathologie, sur le diabète chronique non équilibré ou avec complications. Donc là, ce sont des personnes extrêmement fragiles. Et vous voyez bien que le reste, ce sont des personnes qui sont déjà dans une situation quand même qui sont fragiles. Alors, n'oubliez pas surtout la grossesse à partir du troisième mois. Là, c'est un élément auquel il faut être, à mon avis, très attentif. Quels sont les messages les plus importants? D'abord, la continuité des traitements, sauf exception. Mais là, l'exception, c'est pas vous qui allez la déterminer, c'est bien évidemment le médecin traitant. Donc, il faut que le médecin traitant soit vu dans les meilleurs délais, même si le patient a encore des traitements. Ça, c'est fondamental pour qu'il n'y ait pas de risque. Et d'autre part, je pense que votre rôle est de vous assurer qu'il y a bien une continuité des soins, parce que le confinement va avoir des répercussions qui sont des répercussions importantes, qu'il faut qu'il faut bien prendre en compte, psychologiques, perte de continuité, déséquilibre des traitements. Il y a une règle aussi fondamentale, c'est que les personnes qui ont subi le confinement vont avoir des difficultés peut-être à sortir de chez elles. Il faut qu'elles s'aèrent, il faut qu'elles reprennent une activité physique adaptée à leur situation, mais il faut qu'elles ressortent. Parce que, et bien évidemment, tout en gardant bien sûr des gestes barrières, en évitant les foules, bien évidemment. C'est tout à fait, ça me semble tout à fait logique. Mais il faut que cette activité physique, il faut leur donner l'envie de revenir dans une activité physique la plus adaptée à leur situation. Je finirai par des éléments que vous pouvez avoir pour bien évidemment déterminer ce que vous pouvez faire par rapport à certaines situations. Vous avez sur le site de la HAS, que je vous recommande bien évidemment, une plaquette qui a été faite par France Asso Santé, donc l'ensemble des associations de patients, et la HAS, et qui peut vous donner des informations ou donner des informations à vos patients quant à ce qu'il faut faire, surtout quand on est patient chronique. Et puis, il y a des réponses rapides, parce que la HAS a fait des réponses rapides, pour tous les types de pathologies, et je vous conseille d'aller sur ces documents-là. Voilà, j'en ai terminé, donc j'attends vos questions avec beaucoup d'intérêt. Merci Jean-Michel pour cette belle présentation, en espérant que c'est répondu à l'essentiel des questions. On ouvre également du coup les questions soit par le chat, donc je vous invite à le faire par le chat, ou sinon vous pouvez prendre directement le micro. Donc pensez à enlever le micro coupé sur votre écran, donc en bas au centre. C'est la petite icône au centre gauche. Donc mute, donc à ce moment-là, vous la réactivez et vous pouvez parler. Alors, c'est toujours la première question qui est la plus difficile. Hein. Par définition. J'ai un ami qui me dit qu'il faut passer tout de suite à la seconde, mais ça, c'est autre chose. Et peut-être une première question, Jean-Michel. Oui. Bon après-midi. Pas de téléphone au volant. Oui. Nous vivons en live. Donc oui, Jean-Michel, une première question. Qu'en est-il de la mutation du virus? On entend un peu tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est un virus qui mute? Est-ce qu'il mute rapidement? Est-ce qu'aujourd'hui, la résurgence du virus dans certains pays est liée à cette mutation? Ou bien il ne mute pas et c'est juste qu'il y avait un nombre de cas insuffisant pour être en phase épidémique dans certains pays? Alors, tout le monde est parti sur des références. Et la référence, c'était des virus ARN dont on dit que, en règle générale, ils ont tendance à muter beaucoup. Et c'est le cas, par exemple, du virus de la grippe.
Alors, c'est pas le cas, ce n'est pas du tout le cas du coronavirus. Parce que le coronavirus a une polymérase, c'est vrai que la polymérase sur ARN fonctionne très mal, mais le coronavirus a la chance, pour nous, d'être associé à une ribonucléase qui va vérifier la qualité de la transcription. Donc, on parle de 1% de mutation. Et n'oublions pas que la mutation, elle peut être négative ou positive. Et elle est souvent positive, c'est-à-dire qu'elle va entraîner une impossibilité de réplication du virus. Voilà. Merci. Ce que je voyais sur ta présentation les différents éléments factoriels d'aggravation chez le patient, chez monsieur, madame, tout le monde. Finalement, là, j'ai le facteur le plus important, non? Là, je ne t'ai pas très bien entendu. Parce que tu as un débit qui n'est pas très bon, en fait, là où tu es. Je disais, en fait, en regardant ta présentation, et notamment sur les différents aspects multifactoriels de risque d'aggravation chez certains patients, une question, finalement, est-ce que l'âge n'est pas le facteur le plus prépondérant, loin devant les autres? Oui, ça c'est tout à fait clair et c'est bien évidemment, et on a bien vu, d'ailleurs la courbe est un peu glaçante quand on regarde la mortalité à l'hôpital par rapport à la mortalité en EHPAD. C'est assez glaçant puisque on voit bien que la majorité des personnes avaient plus de 75 ans, 71% des décès étaient liés à des personnes de plus de 75 ans. Donc, et plus l'âge augmente, plus le risque augmente, c'est évident. Donc, effectivement, le confinement a été fait pour éviter une surmortalité massive pour les personnes âgées. Il n'est pas interdit d'ailleurs que s'il n'y avait pas de confinement, peut-être que l'âge aurait été d'accès, enfin, de mortalité aurait été diminué. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions alors dans nos auditeurs à cette conférence, des questions qui se détacheraient un petit peu? Alors, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Philippe, donc j'ai été encore une fois. Alors, nous avons une question de Lucie. Pourriez-vous nous rappeler quelles sont les personnes à tester? Alors, dans tous les cas, toute personne qui a été au contact avec une personne qui a été elle-même touchée par le virus, c'est tout à fait clair. Et là, comme le virus est asymptomatique, eh bien, normalement, mais si par exemple il y avait un cluster qui apparaissait, il faudrait tester toutes les personnes qui ont été dans une région qui est une région plus ou moins importante en fonction du risque. On voit bien ce qu'ont fait les Allemands. D'un seul coup, il y avait une région, là sur la région, qui était, je crois, 300, 400, 500 000 personnes, ils ont considéré qu'il fallait tester tout le monde. Le test a pas mal d'inconvénients quand même. Alors, je parle bien du test RT-PCR. A pas mal d'inconvénients. C'est que, premièrement, l'échantillonnage doit être parfait pour obtenir un génome, un nombre de virus suffisant. Deuxième point, il est très souvent négatif. Très souvent négatif, puisque c'est 5% de positifs, donc c'est pas beaucoup, sur tous les tests qui ont été faits.
Et en fin de compte, en plus, il faut que ça soit pendant les 2-3 semaines après que la personne soit tombée malade, quoi. Donc après, ça sert plus à rien, puisque en fin de compte, le virus a migré vers ou les poumons, mais n'est plus en nasopharynx. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Il y a une chose aussi qui sera intéressante d'ailleurs quand on pourra faire des TROD. Ça sera intéressant que si le TROD est positif, que les personnes puissent alerter les personnes qui ont été en contact avec un risque pour eux. Est-ce que j'ai répondu à la question? Manifestement, Lucie, te remercie. Quelle est ta vision finalement sur la réalisation de ce vaccin? Est-ce qu'on va y arriver? Dans quel délai? Parce que finalement, on entend un peu tout et n'importe quoi là-dessus. C'est vrai que c'est aussi anxiogène pour beaucoup de patients. Alors, il y a peu d'études qui sortent à l'heure actuelle, enfin, des informations qui sont plutôt des informations journalistiques qu'autre chose. Il y a une étude sur un virus, un vaccin adénovirus qui est produit par des Chinois, avec des points très positifs, des points un peu moins enthousiasmants. D'abord, le problème, c'est que souvent, sur ce test-là, ce n'étaient pas les personnes plus à risque qui étaient prises en compte. Donc, c'est des personnes de moins de 60 ans. Donc, alors que le risque est chez les personnes les plus âgées. D'autre part, est-ce que le vaccin va être un vaccin qui va permettre d'éradiquer le virus ou empêcher que le virus agisse au niveau des cellules respiratoires? C'est une question. Deuxième question, il y a pas mal de réflexions autour du fait que est-ce qu'il faudra 2 doses ou une seule dose? La place des adjuvants, c'est un vrai sujet, parce qu'il y a des vaccins qui ont besoin absolument d'avoir des adjuvants, sinon ils ne fonctionnent pas. Il y a d'autre part le fait qu'il y a certains vaccins qui ont pris du retard sur les temps, mais qui sont peut-être plus intéressants parce que plus efficaces, parce qu'agissant à la fois sur l'immunité humorale et l'immunité cellulaire, ce qui n'est pas le cas de tous les vaccins, moins s'en faut. Et donc on voit bien aussi que va y avoir, puisqu'on est dans la prophylaxie, il va y avoir quelque chose d'essentiel, c'est que la phase 1, phase 2, bon, phase 1, on essaie de déterminer l'efficacité probable, on essaie de voir s'il n'y a pas d'effet indésirable majeur et on essaie de déterminer la dose. La phase 2, on va déterminer l'efficacité réelle du médicament, enfin du vaccin. Et en phase 3, là, on évalue l'efficacité sur de très grandes populations et évalue la tolérance du traitement. Et on parle quand même de entre 10 000 et 30 000 personnes pour cette évaluation. On a un problème qui arrive aussi, c'est qu'il y a de moins en moins, en Europe par exemple, il y a de moins en moins de cas. Donc ça va être aussi problématique. Donc, effectivement, il y a des éléments pour se réjouir parce que, par exemple, si un vaccin ADN ou ARN encapsulé, etc., arrive, ça va être un élément majeur d'évolution de la vaccination, puisque là, on a une vaccination qui n'est plus sans risque d'infestation. Enfin, c'est fabuleux, quoi. On met le code dans n'importe quelle cellule, et puis il y a une production, puis ça marche. Voilà. Et d'autre part, il n'y a pas de risque de rémanence, d'effets indésirables liés à l'infestation. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai pas sorti de ma baguette, comment ça s'appelle, ma boule de cristal, mais je pense qu'il y a celui qui vous dirait que dans les 18 mois ça va marcher, moi j'en sais rien. Ça va être long.
Moi, je pense que ça va être long. Et puis, il y aura peut-être beaucoup d'histoires qui vont être étonnantes. Et on parle des anticorps facilitateurs, par exemple, qui peuvent facilitants, pardon, qui peuvent être dangereux, c'est-à-dire que une cellule va créer un anticorps qui va faciliter la présentation aux cellules de l'immunité de l'antigène, mais qui peut entraîner une réaction inflammatoire majeure. Donc, il y a plein de choses comme ça et il y a plein d'interrogations. Merci beaucoup. D'autres questions peut-être de nos auditeurs? Alors, Olivia nous pose la question, comment et quoi répondre aux demandes concernant une possible seconde vague? La deuxième vague, pour le moment, elle va être... Ça dépend de plein de choses. Sur la saisonnalité, moi, je n'ai pas entendu de choses vraiment très convaincantes. Ça dépend. Si on regarde des pandémies comme la pandémie de la grippe de Hong Kong, par exemple, bon, bah, ça fait le tour. Hein. Mais, et qu'on a eu après, peu à peu, le virus s'inscrit dans une réalité normalité, donc va entraîner, il va y avoir des cas, de la mortalité certainement. Bon, est-ce que dans tous les cas, on sera plus en condition de vérifier, parce qu'on aura tous les éléments pour vérifier les clusters, etc., etc. Il y a des clusters en France en ce moment. Bon, bah, ils sont sous contrôle. Est-ce que la deuxième vague, s'il y a deuxième vague, est-ce que tout le truc, c'est de savoir si elle va pouvoir être contrôlée ou pas, à quel moment? Et on voit bien que, par exemple, en Normandie, où le R0 était assez faible, il revient et il a pris l'ampleur. En moyenne, au-dessus de 1, 2, 1, 3. Et qu'il y a dans la fourchette haute, il est à plus de 2. Donc, alors que c'était une région qui n'était pas touchée. Donc là, ce qu'il y a, c'est dire plus vous respecterez les mesures barrières, moins vous prendrez des risques par rapport à ça, moins le risque potentiel de deuxième vague apparaîtra. Mais je pense que c'est une vision sociologique qu'il faut avoir. Oui, parce que là, les vacances d'été démarrent bientôt, donc les préconisations, c'est essentiellement de rester en France, voire aller en Europe. Donc on imagine bien qu'il va y avoir un mouvement du coup des populations et donc de ce R0 qui peut effectivement évoluer dans certaines régions où il était très bas et le voir peut-être monter en flèche, non? Il est très possible, il faut... Voilà. Après, vers 0, c'est qu'une donnée statistique, hein. Bon, c'est indicateur. Il ne faut pas confondre la girouette avec le vent, hein. C'est pas la même chose. Donc, ça indique des choses. Maintenant, avant, on ne pouvait pas tester, maintenant on va tester. Il va y avoir un test pour 1,3 million de personnes en Île-de-France, ce qui n'est pas idiot du tout. C'est-à-dire qu'on va vérifier que il n'y a pas des clusters inconnus. Tout bêtement, pourquoi inconnus? Parce que par définition, pour une très 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 grande majorité de la population, ceux qui a été infectés, il n'y a pas de signe. Donc, et on peut voir que ça. C'est pas plus, pas moins. Donc là on est devant quelque chose, et c'est ça qui est important, il ne faut pas être anachronique. On est devant quelque chose qu'on connaît mal, parce que les capacités épidémiologiques et les connaissances épidémiologiques sont encore faibles. Donc, on ne peut pas exclure quoi que ce soit. La deuxième vague, on ne peut pas l'exclure, bien que ça paraît à l'heure actuelle. Bon, est-ce qu'il y a une saisonnalité? Le fait que les gens, parce que quand on parle de la saisonnalité de la grippe, il n'y a pas beaucoup d'explications vraiment robustes là-dessus. On dit oui, mais parce que les gens sont plus confinés. Ouais, donc, c'est pas très concluant. Je veux dire. Donc, on n'a pas vraiment ces explications-là.
Eh bien, merci Jean-Michel. 14h20, donc nous avions démarré avec 5 minutes de décalage, donc il est moment de clore également cette intervention. Nous te remercions, et puis sur le site du collectif J'aide ma pharmacie, donc on retrouvera bien évidemment en replay cette intervention qui sera disponible soit en réécoute pour ceux qui ont assisté, soit eh bien, en partage pour d'autres personnes qui auraient souhaité et qui n'ont pas pu assister à cette intervention sur le Covid et les questions que l'on se pose autour et que les patients sont susceptibles de poser aux équipes officinales. Merci à vous tous et à bientôt. Merci, en espérant que ce que j'ai dit sera valable dans... Ça évolue beaucoup. Donc, ce qui fait un jour n'est plus le lendemain. Voilà, de toute façon, on sera là pour pouvoir, dans le cadre du collectif dont tu fais partie avec le CDAO, pouvoir réadapter la lecture des événements en fonction des connaissances également. Donc, ça sera aussi peut-être un sujet que nous devrons malheureusement retraiter, retravailler dans ce cadre. À bientôt. Et puis, bonnes vacances à tous. Merci, bonnes vacances également à tous.